Merci beaucoup, Carlos. Donc, oui, Jonathan Duchesne, urgentiste au centre hospitalier d'Aurillac. Et merci beaucoup de m'avoir convié pour réaliser cette présentation avec la question réduire ou pas réduire une fibrillation atriale aux urgences. Donc, mes liens d'intérêt. Réduire ou ne pas réduire, quelle est vraiment la question en fait? Il s'agit en fait de déterminer si, en plus d'un contrôle de la fréquence, il faut proposer au patient un contrôle du rythme. Et pour cette présentation, je m'appuie principalement sur les recommandations de l'ESC 2020 et également les recommandations sur la prise en charge de la fibrillation atriale en médecine d'urgence, SFMU-SFC de 2015. Donc, on va voir si la médecine d'urgence a une place dans ce diagramme du management intégré du patient en fibrillation atriale. Pour se projeter un petit peu, je vous propose 5 vignettes un peu caricaturales, mais c'est pour un peu se représenter. Donc, je vous présente Madame A. Elle a 49 ans. Elle est cadre dans une grande entreprise. Elle a été réveillée ce matin à 5 heures du matin par des palpitations. Ce matin, elle n'arrive pas à avancer au travail. Elle est fatiguée et elle vous consulte à midi pour vous faire part de ses symptômes. L'ECG retrouve bien évidemment une fibrillation atriale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à cette patiente? Monsieur B, au milieu, il vous dit qu'il a passé une journée harassante, qu'il a fait un repas très alcoolisé et il vous consulte à 1 heure du matin parce qu'il a des palpitations depuis 1 heure. Voilà, le CG montre bien sûr une fibrillation atriale. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient? Ensuite, Madame C, au goûter, elle s'est tendue la cheville. Elle vous consulte donc avec cette douleur et un œdème au tiers inférieur de la jambe face latérale et l'IOA à l'accueil lui a trouvé un pouls irrégulier et donc a fait un ECG et retrouve une fibrillation atriale. Ensuite, monsieur D, arrivé en ambulance, dyspnéique, un peu somnolent, avec donc toujours une fibrillation atriale et une tension à 7 avec une désaturation. Et puis monsieur E, lui, il vous consulte parce qu'il va pas bien depuis une semaine, il se sent fatigué, il a une perte de l'élan et le CG retrouve une fibrillation atriale. Voilà. Et donc on va voir avec la présentation, à la fin, on va revenir sur ces vignettes pour illustrer qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à ces patients. Donc, prendre en charge un patient qui a une fibrillation atriale, il faut toujours suivre un processus identique aux urgences. Et d'abord, tout repose sur l'évaluation initiale. Il faut évaluer le patient, savoir qui il est, quel est son terrain. Donc, qu'est-ce qu'il a, quoi. Donc, une fibrillation atriale avec, Pierre vient de le présenter, une absence d'onde P sinusale, des QRS irréguliers. Et puis quand, en fait, depuis quand c'est survenu cette fibrillation atriale. Et pour la fibrillation atriale, le début de l'épisode, c'est le début des symptômes. Et si on n'arrive pas à identifier précisément le début des symptômes, il n'est pas possible de dire quand l'épisode a débuté. Il faut s'attacher aussi, on l'a vu, à savoir comment est survenue cette fibrillation atriale, si c'est idiopathique ou secondaire ou précipitée. Est-ce qu'il y a une cause sous-jacente, un trouble ionique, une intoxication ou des pathologies associées? On l'a vu, la pneumopathie, c'est la première cause d'étiologie, la première étiologie des phases secondaires. Et est-ce qu'il y a une embolie pulmonaire, etc. Voilà. Et puis combien le retentissement? Est-ce que le patient a une dyspnée? Est-ce qu'il a une désaturation? Est-ce qu'il a quelle est son hémodynamique? Voilà. Une fois qu'on a fait cette évaluation initiale, il nous reste la stratification du risque. Et en 2020, la stratification du risque, c'est toujours pour le risque ischémique le CHA2-VASc et pour le risque hémorragique l'ASDED. Ensuite, dans le même temps que cette évaluation, on traite des facteurs aggravants ou déclenchants de cette fibrillation atriale. Et puis, on arrive maintenant au choix entre le contrôle de la fréquence, et éventuellement associé à un contrôle du rythme. Et puis après, les deux présentations suivantes, je crois, vont regarder l'identification et comment organiser la sortie et le suivi du patient après son passage aux urgences. Pour répondre à la question réduire ou pas réduire, je vous propose de se poser les questions suivantes. Est-ce qu'on le fait pour réduire les événements cardiovasculaires? Est-ce qu'on le fait pour améliorer la satisfaction de la prise en charge des patients aux urgences? Est-ce qu'on le fait pour améliorer la qualité de vie?
ou est-ce qu'on le fait pour améliorer les coûts et les organisations? Pour ça, je vais vous présenter 3 études récentes. L'étude RACE, publiée en 2019, l'étude eStaffNet, publiée en 2020, et puis revenir sur une étude publiée en 2015, une étude observationnelle aux urgences. L'étude RACE, c'est une étude européenne qui a été réalisée dans 15 centres danois avec des patients recrutés aux urgences. Et ils ont évalué plus de 3706 patients qui se sont présentés en structure médecine d'urgence pour une EFA. Et ils en ont identifié 437 qu'ils ont randomisés, qui avaient une EFA. Et il fallait que la EFA soit de moins de 36 heures et des patients symptomatiques avec des symptômes attribués à la EFA. Ils ont fait 2 groupes. Donc, ils ont randomisé les patients soit dans un groupe cardioversion immédiate, donc cardioversion précoce immédiate, ou le deuxième groupe, wait and see, qui était une cardioversion précoce retardée. Dans le groupe cardioversion immédiate, les patients, lors de leur consultation aux urgences, avaient une cardioversion pharmacologique, et si celle-ci était en échec, il était réalisé une cardioversion électrique. Et puis les patients qui avaient une contre-indication à la cardioversion pharmacologique, notamment une cardiopathie structurelle, avaient d'emblée une cardioversion électrique. Et puis après, ils étaient inscrits dans le suivi. Dans le groupe wait and see, donc une cardioversion précoce retardée, les patients étaient évalués aux urgences. Ils étaient reconvoqués pour une consultation dans les 48 heures suivant le début de l'AFA avec un nouvel ECG. Et si le nouvel ECG montrait une persistance de l'AFA, une cardioversion était réalisée. S'ils étaient en rythme sinusal, ils étaient inscrits dans le suivi de l'étude. Le suivi de l'étude a duré 1 mois, le suivi clinique, avec une analyse d'urine 3 fois par jour, avec un dispositif que les gens pouvaient amener à la maison. Ils plaçaient les mains sur un espèce de stylo et qui analysait s'il y avait une récidive ou pas. Il y avait une visite à 4 semaines, et puis les patients étaient ensuite inclus dans leurs soins standards. Et puis à 6 mois et à 12 mois, était réalisée l'analyse de la qualité de vie et l'analyse du coût. Là, on peut voir un peu le parcours des patients. Dans la cardioversion immédiate, le temps d'attraper le CRF et de randomiser le patient, il y en a 34 qui avaient une conversion spontanée. Et puis, dans ce même groupe, 181 ont eu effectivement une cardioversion. Et principalement, donc, on l'a vu par le design de l'étude, ils ont eu une cardioversion pharmacologique. Maintenant, on va regarder le groupe wait and see, une cardioversion précoce retardée. Quand ils sont revenus à la consultation, donc dans les 48 heures suivant le début de l'AFA, il y en a 150, dont 70% qui avaient eu une conversion spontanée. Et ceux qui n'avaient pas eu une conversion spontanée, ils ont eu principalement une cardioversion électrique et quelques-uns une cardioversion pharmacologique. Résultat, à 1 mois, il n'y avait pas de différence pour une analyse en non-infériorité sur le rythme sinusal retrouvé 1 mois après la cardioversion. Sur le nombre de récidives durant ce mois, il n'y a pas eu de différence dans les 2 groupes. Et enfin, pour présenter les résultats complets de l'étude, enfin les principaux résultats, donc conversion spontanée à la 48e heure, soit d'emblée à la première consultation aux urgences, il y en a 16 durant la consultation aux urgences qui ont une conversion spontanée, et 69% qui avaient une conversion spontanée lors de la consultation dans les 48 premières heures, la deuxième consultation, à 4 semaines de différence. Il n'y avait pas de différence sur le nombre de reconsultations aux urgences. Il n'y avait pas plus d'événements cardiovasculaires dans un groupe que dans l'autre. La qualité de vie à 1 mois était identique dans les 2 groupes et l'analyse des coûts n'a pas encore été publiée. Sur l'autre étude, l'étude eStaffNet, là, cette fois-ci, ce n'est pas aux urgences, mais c'est intéressant parce que c'est une stratégie de cardioversion précoce qui multicentrique internationale, 135 centres, 2789 patients. Ils ont inclus des patients qui avaient une FA depuis moins d'1 an, donc une récidive, probablement lors de la consultation, et avec des patients qui avaient des facteurs de risque cardiovasculaires. Ils ont fait 2 groupes, donc ils ont randomisé soit une prise en charge habituelle selon les recommandations de l'EST 2010, qui était la norme à l'époque où a été designée l'étude, avec un contrôle du rythme et si un contrôle de fréquence. Et si le contrôle de la fréquence ne permettait pas de maîtriser les symptômes, il était proposé aux patients un contrôle du rythme. Le deuxième groupe, c'était un contrôle du rythme réalisé lors de la première consultation où les patients étaient inclus.
Et c'était un contrôle du rythme soit pharmacologique, soit une ablation par cathétérisme. L'étude a été arrêtée pour efficacité avec une durée médiane suivie de 5,1 ans. Et cette étude a montré qu'il y avait moins d'événements cardiovasculaires dans le groupe contrôle du rythme, la stratégie précoce, qu'il y avait plus de patients sinusales au bout de 2 ans, sans influence sur la fraction d'éjection. Dans les deux groupes, c'était identique, la variation. Il n'y avait pas plus de nuvacité capitale dans chacun des groupes et les fonctions cognitives ou la qualité de vie analysées à 2 ans étaient, il n'y avait pas de différence significative à 2 ans. Enfin, cette troisième étude que je vous présente, c'est une étude observationnelle qui a fait l'objet d'un éditorial de Claire Zema qui est très intéressant. Et cette étude était une étude prospective, multicentrique, observationnelle, pour évaluer la satisfaction de la prise en charge aux urgences et la qualité de vie des patients à 1 mois de leur passage aux urgences pour une EFA de moins de 48 heures et pour des patients qui étaient sortis au domicile après leur passage. On a pu observer que 2/3 des patients n'ont pas eu de cardioversion pour un épisode de FA paroxystique de moins de 48 heures, et que 1/4 des patients ont une cardioversion électrique, et puis un petit peu des patients ont une cardioversion pharmacologique, une étude nord-américaine. Et les résultats étaient sur la satisfaction des patients aux urgences. Il y avait une différence significative chez les patients qui avaient eu une cardioversion électrique, qui étaient plus satisfaits que les autres groupes de patients. Et par contre, il n'y avait pas de différence significative sur la qualité de vie à 1 mois. Donc, pour résumer, pourquoi il faut envisager de réduire? Est-ce que c'est pour réduire les événements cardiovasculaires? On le voit que oui. Est-ce que c'est pour améliorer la satisfaction de la prise en charge aux urgences? Oui. Est-ce que c'est pour améliorer la qualité de vie? Alors, dans ces 3 études que je vous ai présentées, il n'y a pas de différence sur la qualité de vie. Et est-ce que c'est pour améliorer le coût et les organisations? Eh bien ça, on n'a pas encore la réponse à ces questions avec ces études. Ces données n'ont pas encore été publiées. Alors l'ESC 2020, elle recommande une stratégie de contrôle du rythme pour améliorer les symptômes et la qualité de vie chez les patients qui ont une FA symptomatique. Et pour ça, il se base en fait sur des méta-analyses et des études qui n'étaient pas spécifiquement sur une stratégie de contrôle du rythme précoce. Quelle est la stratégie justement proposée par l'ESC? Et je vais vous présenter ce diagramme, et donc qui est la traduction sans modification de l'ESC 2020 quand on envisage une cardioversion d'une fibrillation atriale, soit l'hémodynamique est stable, soit l'hémodynamique est instable, et à ce moment-là, c'est une cardioversion électrique en urgence, et puis on évalue l'anticoagulation au dépôt. Soit l'hémodynamique est stable, on s'interroge si le patient prend déjà des anticoagulants, s'il est bien observant, s'il a un suivi. Si c'est le cas, on procède à une cardioversion selon convenance, précoce, soit immédiate, soit retardée. Et puis, on réévalue l'anticoagulation. Si le patient n'a pas d'anticoagulant oral en cours, on débute un anticoagulant. Et puis, on évalue la durée de la FA. Et pour la suite, ça c'est la présentation de l'ESC. Et pour être peut-être un peu plus opérationnel, je vous propose de le transformer comme ça. Donc, pour évaluer, on évalue la durée de la FA, on regarde si le patient a des antécédents thromboemboliques, s'il a une sténose mitrale modérate sévère, s'il a une valve cardiaque mécanique, ou s'il a un score de risque ischémique supérieur ou égal à 2 pour l'homme, ou supérieur ou égal à 3 pour la femme. S'il a au moins un de ces critères, on inscrit le patient dans une filière de cardioversion élective, c'est-à-dire après 3 semaines d'anticoagulation ou avec processus, consultation, OPO, etc. S'il n'a aucun de ces critères, on regarde le début de la FA. Si, en fonction du moment du début de la FA, on peut lui proposer soit une cardioversion précoce retardée, soit une cardioversion précoce immédiate. Et dans cette catégorie-là, de plus de 24 heures, en fait, comme on n'a pas le temps d'organiser une reconsultation pour voir si, et pour lui laisser le temps d'une éventuelle conversion spontanée, il est proposé d'emblée, entre 24 et 48 heures, une cardioversion précoce immédiate. Et puis après, on réfléchit à l'anticoagulation, tout en sachant que le maximum d'événements cardiovasculaires thromboemboliques après une cardioversion survient dans les 10 premiers jours. Et l'ESC recommande toujours, actuellement de manière appropriée, après une cardioversion, faire au moins une anticoagulation de 4 semaines, qui est optionnelle si le début est vraiment strictement inférieur à 24 heures sans facteur de risque.
Donc, pour répondre à la question, réduire ou pas réduire, eh ben, il faut réduire s'il faut et quand il faut. Pour revenir aux vignettes, donc Madame A, elle a un épisode de FA paroxystique, elle est très symptomatique, elle veut que ça s'arrange, elle a beaucoup de choses à faire et on peut donc lui proposer une cardioversion précoce et on discutera avec elle, immédiate ou retardée. Pour Monsieur B, qui est très alcoolisé, qui ne tient pas debout, de toute façon, on va le garder à l'UHTD et puis on va l'hydrater, attendre que l'alcoolémie diminue et on laissera sa chance à une conversion spontanée et réévaluera éventuellement s'il reste en FA le lendemain pour une cardioversion retardée. Pour Madame C, elle, en fait, on a rediagnostiqué une FA permanente et donc on ne va pas l'inscrire dans une stratégie de contrôle du rythme lors de son passage aux urgences pour une fracture du péroné. Monsieur D, lui, il a une NFA avec une hémodynamique instable et ce sera une cardioversion en urgence. Et Monsieur E, lui, on n'a pas réussi à dater le début de ses symptômes, donc on ne pourra pas l'inscrire dans une stratégie de cardioversion précoce, mais on pourra l'inscrire dans une filière de cardioversion élective de cardiologie. Voilà. Et juste, je terminerai sur cette présentation, c'est les recommandations SFMU, SFC de 2015 qui ont été actualisées par Boulet avec les recommandations ESC 2020. Et vous voyez ici, il y a quelques modifications ici. Et puis, il a été inscrit la stratégie de contrôle du rythme avec ce qu'on vient de voir ici. Voilà. Merci pour votre attention.